Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde du Forum des sciences cognitives. Nous allons clôturer aujourd'hui par une traversée du laboratoire jusqu'à l'atelier de l'artiste, car nous avons ici quatre personnes magnifiques de l'artiste que nous avons ici, Kitty. Puis nous avons aussi un artiste-chercheur, Olivin. Nous avons aussi une chercheuse artiste, Ondine. Et puis enfin un chercheur, Olivier, que nous allons du coup vous présenter au fur et à mesure avec des petites questions personnalisées. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour commencer, nous allons présenter Kitty. Kitty qui ici représente l'art pur, l'artiste, lauréate du prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts, l'artiste avec cette volonté de création à travers divers médiums, dont la peinture, l'écriture, la verrerie, et qui a cette volonté d'inclure la cognition dans ses travaux, notamment avec l'installation Cluster Art, Cognition et Créativité, que vous avez potentiellement pu voir dans Le Petit Pot, qui, je l'espère pour vous, avez vu dans Le Petit Pot, et dans laquelle nous voyons ce ressenti face à la toile, cette œuvre de mixité entre cognition et créativité. Donc Kitty, comment les inspirations scientifiques nourrissent votre processus artistique ? Donc j'ai toujours été passionnée par le vivant, par le biologique, par aussi tout ce qu'on voit, je dirais, à travers aussi bien le microscope que la lunette astronomique. Donc je me suis beaucoup nourrie et des publications scientifiques, etc. Et donc c'est quelque chose qui forcément finit par transparaître dans mon travail. Et effectivement, dans l'installation que j'ai présentée dans une galerie d'abord, ensuite au musée de Cholet et à l'ENSTA à Saclay. C'est une installation... Je peux en parler un petit peu ou... Bien sûr, si c'est rapide, c'est possible. Voilà, parce que je vais prendre 5 minutes quand même. C'est une installation en fait qui... il y a 64 peintures qui sont dans 4 panneaux qui font 2,40 m sur 2,40 m et qui forment une pièce dans laquelle on rentre et qui sont en fait des ronds colorés avec des formes. Et c'est un peu effectivement ce que l'on peut voir de la cellule aux planètes, on va dire, pour voir un peu grand. Et en fait, à l'intérieur de cette pièce, vous avez du son aussi, pour vous imprégner complètement, pour avoir un espace, en fait, un espace un peu d'imaginaire. Et donc, le son, je l'ai composé avec le son qui a des pulsars qui ont été enregistrés par la sonde Corot dans l'espace il y a, je crois, une quinzaine d'années, aussi bien que ce qu'on entend dans les fonds sous-marins avec le cliquetis des dauphins, le son des baleines, avec comme musique de fond le battement du cœur de quelqu'un de bien portant, de quelqu'un qui a des arythmies et d'une mère avec son fœtus. Donc tout ça, ce sont des bruits qui sont des bruits naturels et qui forment la trame d'un son un peu hypnotique et linéaire dans lequel on se laisse emporter. Donc voilà, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans la peinture abstraite que je fais, c'est cette capacité, en quelque sorte, à emmener chacun dans un imaginaire qui est son propre imaginaire. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci pour ce regard artistique. Et maintenant, si on retourne la question, Olivin, plus d'un point de vue scientifique, et si la science, à son tour, empruntait à l'art et au jeu pour se réinventer. Tout à l'heure, vous avez présenté un peu l'évolution culturelle de la créativité. Mais ce soir, on aimerait bien parler aussi de l'aspect de vos recherches plus gamification de la science sur lesquelles vous travaillez. Avec notamment The Color Game et Glyph, vous avez transformé un peu des expériences scientifiques en un jeu où plein de personnes autour du monde pouvaient participer. Et ensuite, je me demandais comment la gamification de la science permet d'accéder à des formes de connaissances impossibles à obtenir avec des expériences de laboratoire plus traditionnelles. Merci beaucoup. Oui, donc je suis chercheur, je travaille sur l'évolution culturelle. Je vais peut-être dire deux mots des rapports que je peux avoir ou pas avec l'art avant de répondre à ta question. Donc je travaille sur l'évolution de la culture visuelle beaucoup, mais l'essentiel de ce que j'étudie ne relève pas de l'art au sens où ce sont des objets qui ne sont pas considérés comme beaux ou intéressants esthétiquement. Donc je travaille beaucoup sur pas classiquement, la forme des lettres, les pièces de monnaie, l'héraldique, les marques de bétail. Tout ça, ce sont des objets dont j'ai étudié l'évolution et j'essaye de faire des prédictions formelles, quantitatives, basées sur des modèles, sur la forme que ces objets peuvent avoir et comment elle peut changer. Et ça m'amène à rencontrer des spéculations qui sont pertinentes pour l'art
et parfois de travailler sur des objets qui sont vraiment qui relèvent de l'art, comme les portraits de la Renaissance. Mais essentiellement, mon projet, c'est d'utiliser les sciences cognitives pour faire des prédictions précises sur la façon dont la culture visuelle évolue. Et pour aller plus loin là-dedans, j'ai essayé d'élargir ma palette en allant au-delà de l'expérimentation, en me disant, la plupart des expériences qu'on fait, en fait, aujourd'hui, on les fait en ligne. Et on paye des participants pour faire des manips en ligne, ce qui est intéressant parce que c'est efficace, mais un peu appauvrissant dans la mesure où les gens qu'on paye pour faire des manips ne sont pas forcément intrinsèquement motivés, ne trouvent pas ça très intéressant, alors que des gens qui joueraient librement et qui jouent pour le plaisir ont une attitude face aux manips qui est très très différente et apporte une créativité dans les tâches qu'on leur fait faire qui n'a rien à voir. Donc effectivement, avec l'équipe du Max Planck, de la société Max Planck, à l'époque où j'avais un labo en Allemagne, on a fait deux applets participatifs. Une où on demandait à des participants de créer un langage visuel pour communiquer entre eux à partir de rien, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui se loguent sur l'app, qu'ils ont téléchargé et qui sont mis en relation avec quelqu'un dont ils ne savent rien, qui peut vivre à l'autre bout de la planète. Et on leur demande ensemble de créer un langage visuel pour gagner des points. Et ils gagnent des points en réussissant à communiquer des couleurs. Donc ils doivent inventer des façons de communiquer avec des symboles en noir et blanc pour communiquer des nuances de couleurs précises. Et le but était de voir l'évolution de cette langue. On a eu, je crois, 6000 personnes sur 1 ou 2 années qui ont beaucoup joué. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines et des centaines de milliers de parties qui ont permis de voir l'évolution de cette micro-langue dans le cadre de l'app. J'en ai fait une deuxième plus récemment sur la forme des lettres qui est moins innovante en termes de gamification. Donc j'en parlerai moins et puis j'ai déjà pas mal parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours. Donc, nous passons maintenant à une personne qui allie science, cette fois art, Ondine. Ondine qui est maintenant en 4e année de doctorat, donc dans le programme de Sacrens, et donc dans son doctorat sous la direction de Julie Krest. Donc photographe professionnelle, mais pourtant doctorante en sciences cognitives. Cette qualification de chercheuse artiste, étudiant les dynamiques émotionnelles collectives, notamment dans le théâtre, l'art encore présent dans la recherche. Et donc cette manière d'intégrer cette pratique artistique dans la communication des sciences nous donne cette question suivante. Donc en tant que chercheuse, comment pouvez-vous intégrer cette dimension de créativité dans vos recherches ? Alors, c'est allumé ? Oui. Pardon. J'ai toujours l'habitude de dire que le chercheur est un créateur. Parce qu'en fait, la créativité, au-delà même de ma pratique artistique, elle est un peu partout dans la thèse que je fais. Comme tu as mentionné, je travaille sur le théâtre. Alors, je ne crée pas les spectacles sur lesquels je travaille, mais le fait de devoir quitter le laboratoire et de devoir travailler dans un lieu qui n'est pas conçu pour la recherche, à savoir des théâtres, ça implique de repenser complètement nos pratiques de chercheurs et de chercheuses et donc de mettre en place des dispositifs un peu inhabituels, que ce soit dans le rapport au public, puisque souvent au laboratoire, quand les gens viennent, on les paye. Là, on parlait de gamification. Au théâtre, on a un peu cette problématique aussi de donner envie aux gens de participer. Donc ça passe par la communication, mais ça passe aussi par des manières de penser l'expérience pour la rendre intéressante, pour la rendre ludique, pour la rendre abordable. Aussi, simplement du point de vue de ce qui est faisable techniquement, le théâtre n'est pas équipé comme un laboratoire et on ne peut pas déplacer notre IRM dans une salle de spectacle. Donc il faut aussi penser des méthodes d'enregistrement de données, puis par la suite des méthodes d'analyse. Donc en fait, à mon sens, la créativité, elle est vraiment déjà partout dans le travail du chercheur, encore plus chercheur en sciences dans le domaine des arts, et avec en plus la pratique artistique qui se surajoute, quoi. Mais la créativité, c'est mon métier. Merci beaucoup pour ces réflexions. Et ensuite, Olivain Poré, pardon.
Vous avez également fait le programme SACRE pour lequel vous venez de, enfin, récemment soutenu une thèse. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le programme SACRE, c'est un programme doctoral qui est sur toutes les universités PSL entre l'ENS ici, mais aussi l'ENSAD, les Beaux-Arts, la FEMI, ça regroupe plein d'établissements qui permet de faire un programme vraiment de recherche entre arts et sciences vraiment poussé. Du coup, Ondine était plus du côté ENS à l'École normale supérieure ici, où vous étiez à l'ENSA, donc juste à côté, qui est l'École nationale supérieure des arts décoratifs, d'où le point de vue plus artiste-chercheur. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez travaillé sur des objets créatifs et des installations un peu les machines dotées de comportements autonomes. Et du coup, vous intégrez un peu des machines et des algorithmes à vos œuvres. Du coup, je me demandais, est-ce qu'une machine, elle peut être créative ou est-ce que c'est toujours le regard humain qui donne vie à l'œuvre ? Alors, à mon avis, il n'est jamais question qu'une machine soit créative. C'est toujours le support à une projection, on pourrait dire. Je pense que c'est pas innocent de le dire à l'heure où l'IA est à la mode et on fait des images dans tous les sens et tout. C'est jamais la machine qui va être créative, qui va vraiment faire le geste de créativité. C'est toujours plutôt le spectateur qui va voir des choses que la machine lui propose. Et l'artiste, lui, va créer les conditions selon lesquelles le spectateur va faire l'expérience de ce que fait la machine, en gros. Moi, dans mon travail de doctorat et dans mon travail artistique en général, je travaille, donc vous l'avez dit, avec des collectifs d'objets à comportement, donc plusieurs machines qui agissent ensemble. L'idée étant de faire émerger des formes de comportement collectif. Vous voulez projeter en même temps qu'il en parle, comme ça vous pouvez voir de quoi il parle. Très bien. Donc l'idée étant de faire émerger des comportements collectifs qui sont évidemment pas, qui viennent pas des machines elles-mêmes, pas des robots, mais qui sont projetés par le spectateur et qui sont perçus de telle manière. Et ça, selon des règles plus ou moins précises. C'est là que la cognition a joué un rôle dans ma recherche, avec mon co-directeur de thèse à l'époque, Florent Levillain, qui travaille à l'Université technologique de Compiègne. On a pu examiner de quelle manière est-ce que la rythmique dans des comportements, dans les mouvements des machines, comment est-ce que des petits détails dans des façons d'agir chez des robots vont participer à produire une cohérence dans un groupe, à donner une hiérarchie, à faire apparaître des comportements, des interactions internes et aussi du coup une cohérence collective sur un ensemble de choses, quoi. J'imagine que dès que la vidéo sera lancée, vous allez faire une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, alors voilà, ça c'est des petits robots qui s'appellent, une installation qui s'appelle Tous ensemble, chacun pour soi. Et en fait, c'est intéressant ici parce que dans cette interaction entre art et recherche, il faut comprendre que ces petits robots, je les ai fabriqués, je les ai inventés, mais ils proviennent d'une volonté de recherche. Donc il s'agissait d'un projet de recherche qui s'appelait ICOC à l'époque, pour interface comportementale pour objets connectés. On essayait de comprendre de quelle manière est-ce que des groupes de gens vont interagir avec des objets connectés, et spécifiquement des objets connectés, des objets à comportement, pardon, comme vous le voyez, des choses qui bougent. Et donc j'ai fait le choix d'intégrer du hasard avec des ressorts à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce que font les robots, mais on arrive quand même, en fonction de ce qu'on leur demande de faire d'une manière, qu'est-ce qu'on programme comme algorithme, à avoir des interactions. On peut voir qu'il y en a qui semblent s'entraider à des moments, qu'il y en a un qui tombe et que l'autre se rapproche, etc. Bref, ça peut avoir parfois des comportements assez complexes qui apparaissent. Mais, encore une fois, c'est jamais vraiment la machine qui... Ça vient jamais de la machine vraiment. C'est toujours les conditions d'expérience qui font apparaître la... Donc pour répondre brièvement, il n'y a pas de machine créative. Entendu, merci. Merci beaucoup à tous pour ces réponses individuelles. Maintenant que vous avez pu voir toutes ces diversités de création et de sciences, nous allons maintenant pouvoir faire des questions générales qui permettent à tous ces participants de pouvoir interagir sur les sujets toujours de cognition et créativité. La première question. La première question qu'on se demandait, c'est qu'est-ce qui, pour vous, déclenche un peu la créativité ? Est-ce que c'est une émotion, une contrainte ou un accident ? Ou même un peu, des fois, lié à un contexte, forcément. Du coup, pour vous, un peu, c'est quoi ce qui déclenche l'élan initial de créativité ? Aucune des choses que vous êtes en train de Ah dire, excusez-moi, mais enfin, je veux dire, quand on est un artiste et que c'est son métier, je veux dire, on est dans la condition de créer. Donc, c'est pas ni un accident, ni une émotion. Je veux dire, on est dans le désir, en quelque sorte. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, je parlerais de désir, d'abord. Voilà. Bonne réponse.
J'ajouterais effectivement que la volonté de vouloir parler de quelque chose, de vouloir avoir une idée, de vouloir exprimer une idée, est peut-être à l'origine de la création artistique, de la fabrication, de la réalisation, de l'élaboration même d'un dispositif, que ce soit une peinture, que ce soit une installation de machine. À mon avis, tout vient d'une volonté de parler du monde qui nous entoure en premier lieu, et peut-être même de tenter de le comprendre, de l'approcher à travers des méthodes empiriques qui, à mon avis, caractérisent plus la pratique artistique que la recherche. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec le désir et j'aime beaucoup ce que tu dis sur ce truc de comprendre le monde qui nous entoure parce que pour moi, ça a été vraiment le moteur, évidemment, de faire une thèse, parce que si je fais de la recherche, c'est pour comprendre le monde qui m'entoure, mais aussi de ma pratique artistique, parce que dans mon cas, elle s'inscrit vraiment en parallèle de ma thèse. Elle a le même objet, les mêmes sujets, mais du coup des méthodes complètement différentes. Et donc, pour moi, c'est une autre manière de chercher des réponses. Je cherche des réponses avec ma thèse scientifique d'une certaine manière et avec ma pratique artistique d'une autre manière que j'ai aussi moins besoin de légitimer. Et je pense que c'est un endroit où je m'autorise plus à exister sans avoir 50 000 justifications et à tenter des trucs. Mais voilà. Trop chouette. Je dirais en fait effectivement qu'il s'agit de désir et de liberté. Ouais. Voilà. Merci pour toutes ces réponses. Continuons sur ce principe de créativité. Et en quoi est-ce que vous pensez que donc, le processus la compréhension de ce processus cognitif dont nous parlions sous diverses formes peut-il améliorer ou ne serait-ce qu'impacter l'appréciation ou la création d'une œuvre artistique ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans la pratique artistique, il y a une grande partie de recherche de compréhension du monde, mais aussi de compréhension de soi-même. C'est-à-dire que c'est aussi tout un travail pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, je veux dire, pour mieux comprendre l'humain aussi qui est en nous, qui est en même temps qu'est l'humain, je dirais, nous sommes tous en fait avec un peu les mêmes caractéristiques. Et je pense que c'est comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien lire, regarder des schémas aussi bien d'IRM que d'images des planètes, que des images. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un outil de compréhension supplémentaire qui va permettre effectivement d'aller plus loin. En fait, à chaque fois, c'est un élément qui permet de faire encore une étape. Voilà, dans un travail, je dirais, artistique. Ce qui est toujours intéressant, excusez-moi de faire cette petite digression, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir une rétrospective d'un artiste. Si vous voyez tout le chemin qu'a fait Pollock, la plupart des artistes, de voir par où ils ont passé, quel a été leur trajet et comment ils ont évolué, mais même Mondrian aussi. Quand on voit les premiers dessins d'arbres de Mondrian, tout est déjà là. Merci beaucoup. J'ai peut-être une petite réponse aussi. Je pense qu'en fait, les sciences cognitives, j'ai un peu réfléchi pendant les 10 minutes que j'ai eues pour me préparer à la table ronde. Mais en fait, quand on y pense, il y a énormément de success stories où la psychologie scientifique a été utile aux artistes. Simplement, ça a tellement bien marché qu'on s'en rend plus trop compte. J'ai 3 exemples qui me viennent en tête. L'un, c'est Joseph Albers, c'est son livre sur l'interaction des couleurs, qui est vraiment un classique de l'école des beaux-arts. En fait, vous lisez Albers, c'est du Wundt, c'est du Fechner, c'est toute la psychophysique du 19e siècle qui est là. C'est des théories très poussées sur la constance chromatique. En fait, c'est vraiment de la psychologie appliquée. C'est un grand livre de sciences cognitives pour moi et qui est passé complètement naturellement dans les mains des artistes. Donc c'est un des cas où on s'en rend même plus compte que c'est des sciences cognitives, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui encore, on étudie exactement ce qu'écrit Albers dans plein de domaines liés à la psychophysique de la couleur. Autre exemple, l'expression des émotions. Donc en France, il y a Duchesne de Boulogne, qui est un médecin neurologue de l'époque de Broca à la Salpêtrière, qui lui inspire beaucoup Darwin. Et ces 2 personnes-là vont ensemble créer des façons de comprendre et de catégoriser l'expression faciale des émotions.
qui sont extrêmement influentes. Ce qui est intéressant, c'est que Duchesne, sa motivation première, c'est l'art. Il trouve que les émotions sont très mal dessinées, que les artistes ne savent pas faire. Lui-même artiste amateur, et il fait ses photographies célèbres. Ces photographies, on voit des gens qui stimulent un muscle particulier pour voir quelle différence sur la perception d'une émotion fait le muscle truc et le muscle machin sur l'impression que ça donne. Bref, il a toute une théorie de l'interaction des actions des différents muscles sur l'expression des émotions. Et tout ça, ça va en fait influer très directement l'art. Et le troisième exemple qui me vient en tête, c'est Don Norman, qui, bon, là, c'est pas les beaux-arts, c'est plus de l'ordre du design, mais le livre The Design of Everyday Things, qui date des années 90, en fait, a une influence extraordinairement forte sur l'idée générale qu'il faut simplifier et qu'il faut partir de l'expérience de l'utilisateur. Donc nous, on vit évidemment dans un monde où c'est totalement normal pour nous d'utiliser un seul bouton pour faire plein de trucs. Et en fait, cette idée était extrêmement bizarre dans les années 90, que certains d'entre nous ont eu le malheur de connaître, où il y avait des fax, où il y avait des machines épouvantables comme ça, avec plein de boutons partout qu'on ne comprenait pas. Et Norman, qui est un des grands défenseurs, un des présidents de l'American Psychological Association, me semble-t-il, ou de la Cognitive Science Society, je ne sais plus, enfin un psychologue de tout premier plan, a vraiment eu une influence très très forte sur le monde du design de cette façon-là. Donc en fait, en y repensant, je pense que c'est deux mondes qui se parlent beaucoup. C'est juste que ça marche tellement bien qu'on s'en rend plus compte. Et on se dit, bah oui, ça fait partie juste de l'éducation naturelle. Et on a oublié que ça venait de là. Donc je pense qu'en fait, les interactions sont fortes et appelées à le rester. Oui, j'avais jamais imaginé que l'interaction des couleurs de Joseph Albers ait pu être lu comme un livre de sciences cognitives, mais maintenant vous le dites, c'est assez sensé. Et je suis d'accord, absolument d'accord sur le fait que, en fait, même les artistes font presque de la science cognitive sans vraiment le savoir. Peut-être juste que les méthodes d'analyse et de documentation ne sont pas exactement les mêmes, mais quand on fait de la monstration d'œuvres d'art, quand on fait une exposition, qu'on est dans des vernissages, ce genre de trucs, on recueille toujours la parole du spectateur et on s'intéresse toujours à savoir comment est-ce que l'œuvre est perçue, comment elle est lue aussi, parce que tout l'intérêt d'une œuvre d'art, souvent, c'est de proposer une pluralité de lecture, disons. Et je crois que de cette manière, ça relève déjà d'une certaine forme d'approche cognitive. Je ne suis pas vraiment expert, mais je pense pouvoir l'affirmer. Et ce faisant, justement, on a toujours ce travail, on recueille ce que disent les gens, on apprend à voir des choses qu'on n'avait pas vues dans son propre travail, et on finit par remettre ça à l'atelier, à créer d'autres dispositifs qui vont apporter encore d'autres choses, etc. Donc ça se nourrit toujours dans cette interaction permanente, en fait, entre... mais juste, on fait pas de la quantification, quoi. On fait plutôt de la qualification. Merci beaucoup. Ondine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et sinon, du coup, c'est vrai que des fois, quand on pense à l'art, ça peut souvent s'interpréter comme une expérience un peu individuelle. Quand on est devant un tableau, on est souvent avec d'autres personnes, mais on l'aperçoit individuellement. Ou quand on regarde un film, pareil, même si on est avec d'autres personnes, finalement, c'est nous qui le percevons. Et du coup, je me demandais... vos travaux montrent aussi que la créativité et l'expérience de l'art est aussi profondément collective. Et du coup, je me demandais, enfin, je te dis mais selon vous, qu'est-ce qui fait émerger une créativité un peu partagée? Et comment le public, qu'il soit humain ou même technique, devient-il un peu acteur de l'œuvre et pas simplement spectateur? Donc, tout ce qu'on peut être dynamique collective, que ce soit avec les émotions, avec les objets, un peu cet aspect collectif aussi qui est lié à l'art et la créativité. Théâtre collectif, c'est plutôt... Vous me jetez dans le truc. Ah, désolé. Ouais. C'est traître, c'est traître. C'est traître. C'est traître. Là, il n'y a pas eu de créativité collective qui a émergé, là. Du tout. Là, c'était... Collectivement, cela dit. J'ai oublié la question. En gros, c'est comme des fois l'art. l'art, elle est souvent vue comme individuelle, comment elle peut être perçue comme collective et comment des comportements un peu de groupe peuvent s'émerger dans, par exemple, le théâtre et comment cela crée une ambiance générale un peu de l'interprétation de l'œuvre théâtrale. Est-ce qu'il y a des dynamiques avec le public et tu vois Pardon, je suis fatiguée.
Ouais, du coup, je rigole beaucoup parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais ma thèse sur les dynamiques émotionnelles collectives au théâtre. Et donc, je m'intéresse justement à la dimension collective de l'expérience théâtrale pour le public. Et en fait, il n'y a même pas besoin, je pense, d'aller si loin. On est une espèce sociale et donc forcément, les gens autour de nous nous influencent tout le temps. Quand tu vois quelqu'un exprimer une émotion, ça suscite quelque chose chez toi. Quand tu vois quelqu'un exprimer une émotion, quand tu sais que tu es regardé, quand toi-même t'éprouves une émotion, ton expression émotionnelle va être plus importante. Donc en fait, on est toujours influencé par le regard des autres et on n'existe pas dans une bulle isolée, très très peu. Très rarement et pas vraiment, parce que même quand il n'y a personne autour de nous, on a toujours l'œil invisible du père quelque part qui plane autour de nous. Donc la dimension collective, à mon sens, elle existe, j'ai envie de dire, il n'y a presque pas de dimension purement individuelle. Et ensuite, effectivement, quand on voit les autres réagir à ce qu'on fait, quand on recueille la parole d'un public, ça nous influence. Et dans le cas du théâtre particulièrement, ce qui, moi, a un peu guidé mon sujet de thèse, c'est justement que c'est une boucle permanente, au sens où les acteurs font un truc, ça influence le public, et en fait, les acteurs perçoivent ces influences du public, et ça modifie aussi leur manière de jouer. Et donc, à mon sens, la question de l'émergence d'une collectivité se pose presque pas trop parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive hyper naturellement tout le temps. Même dans le métro, tu fais attention au mec à côté de toi. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc... voilà, c'est pas du tout... Je m'exprime pas clairement, je fais pas des phrases complètes. Mais voilà, et oui, les gens s'influencent. Il y a des phénomènes de contagion émotionnelle. Toujours pour citer le théâtre, parfois on rigole pas à ce qui se passe sur scène, on rigole parce que notre voisin est en train de rigoler très fort. Et du coup, ça nous fait rire aussi. Et donc, en fait, ces réseaux d'influence, ils existent partout, tout le temps, dans la vie quotidienne. Et donc, il n'y a pas de raison que les pratiques artistiques soient exemptes de ça. Voilà. Ça fait sens. Ça fait très sens. C'est vrai, donc moi je suis complètement d'accord que on est des animaux sociaux constamment. La cognition sociale, c'est un sujet qui est cher au cœur de beaucoup de gens ici, qui est une des mutations des sciences cognitives. Une des choses que nous reprochent souvent, à raison, les gens qui viennent des humanités ou des arts, c'est qu'on a une vision individualiste de la cognition, le cerveau qui traite des stimuli, etc. Les sciences cognitives ont vraiment changé grâce à des gens comme Ondine et les gens avec qui elle travaille, et à énormément de gens qui travaillent, entre autres choses, ici à l'ENS. Et c'est une bonne chose. La chose qui, pour moi, change la donne beaucoup, pour ce qui est de la dimension collective de l'art, c'est quand même la numérisation des pratiques. Donc, dans les labos, les divers labos qui constituent le DEC, on travaille beaucoup sur... par exemple, les fanfictions, le fait que la littérature soit vraiment aujourd'hui faite par des millions de fans plutôt que par un ou deux grands auteurs. Et quand il y a un ou deux grands auteurs, ils sont grands parce qu'ils sont plagiés, détournés, répétés, imités, galvaudés parfois par des fans. La forme d'art vidéoludique et la gamification, c'est clairement un exemple de créativité culturelle qui est quasiment jamais individuelle. Parce que l'expérience créative qu'on a dans le jeu vidéo est très souvent due aux autres joueurs qu'on rencontre. Donc c'est vraiment une dimension importante de l'expérience esthétique moderne par rapport à l'expérience esthétique qu'on peut avoir dans des cas beaucoup plus classiques où on contemple l'œuvre du ou de la grand auteur. Qu'est-ce que les sciences cognitives ont à apporter pour étudier ça ? Les recherches en cognition sociale jouent. Je pense aussi que les progrès qu'on a fait dans la modélisation des comportements collectifs, et c'est lié aussi au système de dynamique multi-agent, où il y a, comme tu as dit, des phénomènes stochastiques et aussi des règles déterministes, et comment les deux choses interagissent, les phénomènes émergents que ça provoque. Ça, c'est des choses qui étaient complètement hors du radar des sciences cognitives jusqu'aux années 90, où là, les théories des systèmes complexes sont arrivées. On a commencé à se dire, voilà, il est vraiment temps de remettre l'esprit humain dans son contexte. Et grâce à ça, on comprend mieux la culture et l'art, mais aussi l'esprit. Je vais être tout à fait à l'opposé de ce que vous êtes en train de dire. Rassurez-vous, on va changer.
Bon, la pratique artistique d'un peintre est quand même un travail individuel, en solitaire, nourri certainement du regard des spectateurs, de la société, mais c'est quand même un travail qui se fait dans l'atelier toute seule. Et vous, j'ai vu que vous avez fait aussi une expo Being Collective où il y a des pigeons et des robots un peu. Est-ce que vous voulez parler de cette interaction un peu collective aussi différente? Justement, j'allais dire, parce qu'on a beaucoup parlé du public et ici, comment est-ce qu'il vient influencer les artistes dans leur travail, et Kitty apporte un point intéressant en disant que le peintre travaille seul dans son atelier. Oui, l'écrivain, bien sûr, à la fenêtre, comme ça, avec une petite bougie, et il est là, dans ses pensées, profondément. Je pense que c'est peut-être vrai pour certaines formes de pratiques comme la peinture. Je pense néanmoins que quand on est artiste, on est toujours avec d'autres artistes autour de nous, on parle avec d'autres artistes, on voit le travail des autres. Le moment de la création, c'est un moment solitaire. On ne travaille pas en groupe. On est chacun, en plus, avec sa propre identité. Voilà. J'entends bien. Mais voilà, toujours en contact quand même avec d'autres artistes. Je pense que dans la vie, hein, s'entend. Et on est aussi en contact, du coup j'allais y venir, avec nos matériaux de fabrication. Et dans mon travail de recherche, je me suis particulièrement attaché à démontrer que quand on travaille avec des machines qui bougent, avec des formes de robots, et qu'on n'est pas ingénieur, surtout, on a des contraintes techniques, on a des contraintes formelles qui nous apparaissent et qui parfois nous dépassent et qui en fait viennent influencer aussi le travail de création en soi. Donc, qu'est-ce qu'on va imaginer, comment on va mettre en place, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va prendre forme. Finalement, même on commence à réfléchir avec les robots, à se dire ah mais en fait il fait ça, du coup peut-être que c'est bien de garder ça. Et on en vient aussi à se dire qu'on pourrait travailler avec du non humain, comme par exemple des pigeons. Tu l'as évoqué. Cette installation, enfin ce travail qui s'appelle Being Collective que j'ai fait avec d'autres chercheurs et artistes, où on mettait en interaction des robots à roulettes avec des petits drapeaux blancs et des pigeons sur la place du centre Pompidou pour essayer de déterminer comment on peut faire une chorégraphie de robots qui pourraient s'intégrer à un groupe de pigeons. C'est important aussi de préciser que ça a été un échec complet parce que le pigeon est un animal qui est vraiment méfiant et le moindre mouvement le fait fuir à tout bout de champ. La seule façon de l'attirer, c'est vraiment en lui offrant de la nourriture, quoi. Donc, mais ça nous a fait... On a dû, du coup, chorégraphier des robots pour qu'ils essaient de faire la paix avec des pigeons. Je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que des humains essaient de communiquer avec des pigeons à travers... Ah ben voilà, très bien. Là, vous pouvez voir, donc on a des petits trucs sur les côtés qui possèdent des petits morceaux de pain qui les attirent. Mais dans d'autres, là c'est le seul moment à peu près où on arrive à les approcher. Mais vous voyez comme ils sont méfiants, c'est intéressant. Et du coup, on est obligé de développer des chorégraphies, de programmer des chorégraphies qui soient très très lentes. Et c'est assez compliqué. Je pense que dans le monde de la danse ou du théâtre, ça peut peut-être être intéressant de travailler avec des pigeons. Mais dans ce cas-là, nous étions les dindons de la farce. Mais tout ça pour dire, voilà, en fait, les choses avec lesquelles on travaille, quand elles sont vivantes ou quand elles donnent l'impression d'être vivantes, viennent beaucoup aussi, à mon avis, changer la perception qu'on a soi-même du travail qu'on produit, quoi. Je ne sais pas si ça répondait à... Non, j'ai envie de répondre à Kitty parce que il faut du débat. Je n'avais absolument pas d'avis sur cette question il y a 10 minutes. Maintenant, je suis convaincu que j'ai raison et que Kitty a tort. Absolument. Oui, complètement. Ouais. Et la pratique dont je pars quand j'étudie par exemple les fictions, c'est vraiment un regard anthropologique et de regarder l'évolution des fictions dans les cultures humaines de la façon la plus englobante possible. Et ce qu'on voit, c'est que, c'est un peu une platitude même de dire ça quand on regarde de façon cross-culturelle la fiction, c'est qu'on a un peu privatisé la créativité en Occident avec la figure de l'auteur. Qui est la source de la création. L'idée même de création, en fait, elle renferme une sorte de privilège individualiste qui peut être qui peut être vraiment hors norme, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des cultures où on ne se met pas en valeur et on ne dit pas « je suis la source de quelque chose », même si c'est le cas. Et au contraire, il y a une sorte de contrainte collective sur la création qui fait que on est obligé de faire semblant de ne pas innover, même quand on innove. Et c'est très intéressant que nous, on soit dans ce paradigme
différent, qui est le paradigme de l'autorité, de l'auteur, alors que dans d'autres cultures, c'est pas du tout le cas. Je parlais des fanfictions et tout ça, parce qu'il me semble qu'on est en train de changer un petit peu de monde, peut-être, dans la mesure où l'auteur est en train bon, c'est un peu les prophéties de Barthes et tout ça dans les années 70, mais là, je pense que c'est en train de vraiment arriver. Ouais. Et pour le pire et pour le meilleur. Et le pire est aussi la digestion de tout ça par des IA. Et voilà. En fait, je voulais faire du débat et puis j'ai échoué, on est d'accord. C'est navrant. Ouais, merci. Il nous reste un quart d'heure, du coup je propose qu'on ouvre un peu les questions au public. Si vous avez des questions un peu pour mêler art et science, entre artistes et chercheurs, sur tout ce qu'on a évoqué ou sur tout autre, on peut faire passer un micro. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, il se trouve que je fais partie des artistes qui exposent des toiles et j'ai échangé avec Kitty. J'ai pas échangé avec vous, Ondine. Et je suis aussi docteur en psychologie cognitive, orthophoniste et psychologue. Et je suis là pour présenter mes toiles, mais aussi pour parler de la galerie Effets secondaires, qui est une galerie inclusive qui est réalisée par et pour des autistes ou des personnes ayant un trouble neurodéveloppemental. Et donc, je viens à ce que vous disiez par rapport à la notion de on est forcément dans la collectivité. Ben, ça dépend, mais en fait, je trouvais que c'était assez intéressant votre échange sur le processus créatif qui est individuel, où je vous rejoins, Kitty. Enfin, en tout cas, moi, quand je peins, je suis toute seule la nuit. Voilà, mais c'est issu de plein d'autres interactions. Et en fait, je trouve que c'est l'idée d'expression et d'interaction qui nous rassemble forcément. Et là où c'est intéressant, c'est que même des personnes avec des troubles développementaux, qui pourraient être considérées comme cherchant à s'isoler, peuvent être artistes, chercher à s'exprimer. Et l'intérêt de cette galerie, pour laquelle je fais vraiment beaucoup de pub parce que je la trouve géniale, s'appelle Effets secondaires à Descartes, c'est une toute petite ville, c'est qu'il y a des tableaux de communication. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas à même de communiquer en parlant ont des outils pour pouvoir parler autour de l'œuvre avec l'artiste qui lui-même peut parler avec. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager. Et je pense que j'avais envie de donner 2-3 mots-clés qui étaient expression, interaction et partage. Je pense que c'est vraiment ce qui rassemble. Et pour le coup, là, c'est la cognitiviste. Je trouve que c'est très propre aux sciences cognitives, tout ça aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une jolie thématique, ce forum. Et cette table ronde était vraiment très appréciable. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions ou est-ce que Kitty souhaiterait répondre ? Quelle est la question exacte ? Excusez-moi, je n'ai vraiment pas l'habitude. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir participé à ce forum parce que ça m'a obligée en quelque sorte à faire des recherches sur la connaissance d'une autre manière que ce que je pouvais en savoir. Donc ça, je trouve que c'est toujours passionnant de découvrir d'autres facettes, en quelque sorte, de son propre travail, regarder les choses autrement. Je pense que c'est toujours passionnant de ne pas regarder les choses de la même façon. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions dans la salle ? Oui, on m'a donné le micro. Moi, c'est pareil, il y a 1 heure, je ne m'étais pas posé la question sur les sciences cognitives. Je viens de l'école d'à côté, à l'ENSAD, et je me posais la question en vous écoutant, un peu extrême, de me dire que si on comprenait mieux les mécanismes cognitifs, est-ce qu'on pouvait apprendre de la création, en tous les cas, est-ce qu'on pouvait apprendre à être artiste ? Enfin, moi, j'ai déjà la réponse. Comme on pouvait apprendre un langage, par exemple. Jusqu'où ça va ? Alors, vous me dites si j'ai mal compris la question, mais est-ce qu'on peut apprendre à devenir artiste en étudiant les mécanismes et les dynamiques cognitives à l'œuvre chez d'autres artistes, par exemple ? Absolument. C'est un peu l'opinion que j'ai aussi. Je pense que, déjà, apprendre à être artiste, cette expression reste à définir encore. C'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à être artiste ou est-ce qu'on apprend juste à s'exprimer à travers des méthodes ? Est-ce qu'on apprend juste à connaître l'histoire de l'art ? Est-ce qu'on apprend à s'inscrire dans une histoire de l'art et dans son actualité comme dans son histoire ? Je pense qu'être artiste, c'est d'abord plutôt ça. Et du coup, on peut pas dire vraiment que ça relève de mécanique, vraiment, de comment penser une chose, comment réfléchir telle autre. Il n'y a pas de règles préétablies. Donc, brièvement, je dirais
non, on ne peut pas apprendre à être artiste en regardant, en étudiant, voilà, en étudiant les mécanismes qui sont à l'œuvre chez d'autres artistes. D'autant que les pratiques sont tellement multiples et différentes, et surtout, il y a une dimension culturelle qui est énorme là-dedans, et qui, à mon avis, bon, peut-être que je vais me faire engueuler par Olivier, mais qui ne peuvent pas être englobées par les sciences cognitives, parce qu'elles sont justement socioculturelles avant d'être dans le cerveau, quoi. Donc, on peut regarder comment les artistes travaillent, on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là, et ça nous éclaire probablement plus sur le cerveau et les mécaniques humaines que vraiment sur la pratique artistique en soi, quoi. C'est mon opinion. Complètement d'accord. La preuve en est que je ne suis pas devenu artiste. Oui, mais je reviens encore avec la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un parcours individuel. On ne devient pas artiste en groupe, hein, rarement. Je veux dire, il y a quelques exemples, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même un parcours individuel. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, c'est généralement un parcours à la recherche de sa propre individualité. Je veux dire, bon, le tout, c'est quand même d'arriver à trouver un chemin qui soit original, différent, qui ait quelque chose d'autre à raconter que ce qui a déjà été raconté. Voilà. À mon avis, c'est ça le parcours à suivre si on a l'intention de devenir artiste. Et je dirais encore une fois de plus, si on a envie d'être artiste, c'est le désir qui vous mène, c'est la nécessité intérieure, voilà. Dont parlait Kandinsky. Après, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de collectifs d'artistes aussi qui émergent un peu en duo ou en même plus que ça. Je trouve ça aussi hyper intéressant de voir comment collectivement on peut créer quelque chose qui nous dépasse quand on est plus qu'individuel. Ouais. Ce sont souvent des duos, enfin je veux dire Gilbert et Georges, ça y est le nom, Christo et sa femme, enfin je veux dire, il y a des collectifs, ça a existé, mais c'est plutôt des groupes d'artistes qui vont dans une même direction. Oui, il y a eu des courants artistiques avec un certain nombre d'artistes, mais la plupart du temps, c'était quand même des artistes individuels. Alors, je pense effectivement que les choses sont en train de changer parce qu'on utilise d'autres techniques. Donc, il est possible qu'il y ait des tas de choses qui changent parce que maintenant, je veux dire, on utilise des outils informatiques qui n'ont rien à voir avec un crayon et un pinceau. Donc, il est possible aussi qu'il y ait des changements qui viennent aussi de ce monde qui change. Bon, moi, je suis encore un vieux dinosaure avec un pinceau et un crayon. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ? Oui. Alors, je suis désolée de rebondir encore sur la question de l'individualité et versus du collectif, mais il y a quelque chose qui me marque, c'est que vous venez d'évoquer la recherche de son individualité et d'une différence. Or, j'ai l'impression que la différence et la recherche d'individualité ne peut se faire que dans un cadre, et donc que dans un cadre de autrui et d'un collectif. C'est-à-dire que même dans une recherche d'individualité, de toute façon, on s'inscrit dans une dynamique collective, même si celle-ci se fait par la différence ou par l'exclusion. Moi, je suis d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, oui, dans le sens où effectivement, on ne peut pas devenir artiste si on ne connaît pas l'histoire de l'art. Je veux dire, en fait, il y a une question qui est la question, à mon avis, principale. La création, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit artistique, elle part en fait du même processus. On ne crée pas ad nihilum. Il faut d'abord avoir énormément de connaissances. Pareil avec un scientifique. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de savoir comment on invente quelque chose. Comment un artiste trouve une autre manière de créer. Comment un scientifique invente quelque chose. C'est généralement parce qu'on a des connaissances extrêmement différentes, extrêmement variées, et surtout une énorme curiosité, qu'au moment où on lâche prise, tout à coup, pof, eureka. Donc ça n'arrive pas, je veux dire, si on ne s'intéresse qu'à une seule chose et qu'on, je ne sais pas que ce soit, voilà, quelle que soit la dimension, si c'est toujours la même chose qui vous intéresse et qui vous nourrit, il n'y aura pas d'invention, c'est quasiment impossible. Je peux vous raconter une petite histoire ? Allez-y, vous avez un peu de temps. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Testard. Il y a quelques années, ça ne vous dit pas grand-chose peut-être, mais le professeur Testard, c'est celui qui a inventé le bébé éprouvette.
donc qui permet maintenant comment dirais-je, excusez-moi, la fécondation in vitro. Merci. Donc, j'ai dîné avec lui et à un moment donné, je lui dis, mais comment vous avez trouvé? À quel moment? Comment ça s'est passé? Et il me raconte, il me dit, j'étais dans mon laboratoire de biologie, je cherchais, je trouvais rien, j'en ai eu marre, j'étais me balader dans la forêt. Et puis, dans la forêt, tout à coup, je me suis dit, mais avant de faire des études de biologie, j'avais fait des études j'avais travaillé dans les eaux et forêts. Et il s'était aperçu que les cervidés ont la capacité de bloquer la gestation de façon à ce que les petits naissent dans un temps clément pour qu'ils puissent survivre. Donc, tout à coup, il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut que j'étudie. Il faut que j'étudie comment font les cervidés, comment ça se passe dans leur corps, pour qu'ils puissent prolonger en quelque sorte la durée de gestation pour que les petits arrivent à terme au bon moment. Et en fait, c'est à partir de cette... donc, parce qu'il avait les connaissances sur les eaux et forêts et les connaissances de biologie, que du coup, les deux connaissances lui ont permis de continuer des recherches dans une direction qu'il n'aurait pas trouvée autrement. Donc c'est ça que je veux dire. Et la même chose avec les artistes, je pense que c'est extrêmement important de s'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir inventer quelque chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, effectivement, on a besoin des autres, on a besoin de discuter, on a besoin des spectateurs aussi, bien entendu. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant parce que c'est très intéressant de faire une exposition et d'avoir les spectateurs qui donnent leur avis, qui expliquent. Moi, je sais qu'à un moment donné, je faisais les portes ouvertes chez moi. Et donc, il y avait toutes sortes de gens qui venaient, et moi, je fais une peinture abstraite. Et il y a des gens qui me disaient, mais ça veut dire quoi? Je dis, ça veut rien dire. Mais je dis, écoutez, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vous suggère? Et à partir de là, on va pouvoir en parler. Et c'était très intéressant parce que les gens, quand ils laissaient justement cette idée de « il y a une réponse, c'est facile, on va vous expliquer », eh bien, quand ils commençaient à réfléchir un peu tout seuls et à laisser en quelque sorte leurs émotions et leurs sentiments affleurer, eh bien, tout à coup, on avait vraiment une discussion qui était passionnante. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des interactions qui sont nécessaires et pour les uns et pour les autres, mais je reste quand même toujours persuadée que le travail artistique se fait en solo. Alors, ça marche. Alors Ondine, toi qui travailles sur les... Tu veux lancer le débat sur le collectif et qui nous parlait juste à l'instant que l'individu ne vivait pas dans une bulle de cette interaction constante. Comment tu réagirais? Enfin, que penses-tu de cette vision de l'art? Mais en fait, je pense qu'on n'est pas fondamentalement en désaccord. J'ai jamais dit que le peintre n'était pas seul devant sa toile. Je dis que même notre individualité, notre personnalité, la manière dont on se construit ne se fait pas seul parce que tout ce qu'on construit de nous se fait dans les interactions qu'on a avec les autres. Et que dans le travail artistique, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais sur le fait de connaître l'histoire de l'art, etc., c'est exactement dans ce truc-là, l'idée que je défends, c'est que on s'inscrit dans une continuité, on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans un cadre social. On n'a pas les mêmes normes sociales maintenant qu'il y a 2000 ans. On n'a pas les mêmes normes sociales ici qu'au Vietnam. On est toujours traversé par quelque chose. Et même au moment où on se retrouve seul, on est traversé par tout ce qui nous entoure, par, je sais pas, l'actualité, les rencontres qu'on a eues, la conversation qu'on a eue à la caisse du supermarché. Il y a plein de... Tout ce qui est autour de nous nous nourrit et on ne se construit pas seul dans son truc. Et c'est pas antithétique avec ce que dit Kitty sur le fait d'être seul dans son atelier quand on peint. Mais ce moment de solitude, c'est pas un soi absolu qui s'est construit en dehors de toute influence possible. Mais ça, je pense qu'on est complètement d'accord. Voilà. J'ai envie d'abonder dans ton sens. Je pense que c'est très récent, particulier, bizarre, cette idée de l'artiste seul. C'est réel, hein, ça correspond à la réalité de l'art aujourd'hui. Mais Raphaël, il n'était pas seul devant sa toile. Les grands maîtres de la peinture, généralement, ne l'étaient pas. C'est très nouveau. Et je pense que ça va avec cette idée de création,
qui, pour moi, en fait, quand on me dit comment est-ce qu'on crée, en fait, j'en sais rien. Je me considère pas comme quelqu'un de créatif, en fait. Je crois pas trop à l'idée de l'inspiration ni quoi que ce soit. Je pense que parce que voilà, ça va avec l'idée que l'esprit est une entité relativement mécanique. Et je pense que dans un grand nombre de cultures, ce on a tendance à appeler art relève de routine. L'originalité n'est pas valorisée. Et quand on l'atteint, c'est parfois par accident, parfois en voulant faire autre chose. Et ça donne de la beauté, ça donne des choses très intéressantes. Mais il y a beaucoup de pratiques culturelles qui sont très routinières, très normées, qui ne visent ni l'originalité ni la grandeur et qui sont où l'individu n'est pas considéré comme intéressant et où l'expression de son âme n'est pas du tout l'enjeu ni l'objet. Et c'est un peu comme ça que je vois la science, d'ailleurs, aussi comme une activité très artisanale, où on ne se lève pas le matin en disant je vais exprimer mon individualité unique en créant quelque chose qui fera qu'on se souviendra de moi dans le futur. C'est pas le point. Et je pense que culturellement, c'est la norme en fait de penser comme ça. Ce qu'on appelle généralement l'art, c'est le fait d'artisans qui se sont levés le matin avec exactement la même intention que... prenez quelqu'un comme Bach, c'est l'exemple type du musicien qui n'a jamais eu de volonté de création artistique au sens moderne. C'est vraiment un artisan qui arrive, il faut faire une messe en la, je fais une messe en la. Point. Et je ne dis pas que c'est la bonne attitude ou la mauvaise, c'est juste, à mon avis, c'est l'attitude qui est culturellement normale. C'est comme ça que la plupart des humains pensent à la création, ce que nous on appelle la création. Excusez-moi, mais à part que quand c'est Bach, on connaît Bach tout de suite, c'est-à-dire qu'on écoute Bach, on sait que c'est lui. Nous, oui, parce qu'on a toute une culture, mais à l'époque de Bach, les gens se disaient c'est de la musique d'église. Je suis pas sûre. Je pense que c'était pas son intention de faire Bach. Il faisait sa musique, c'était son individualité qui était exprimée par sa musique. Je me permets. Je voudrais mettre un peu le pavé dans la mare, et je pense que cette histoire de collectif ou d'individuel, ça ne mène à rien. C'est une impasse. Ça n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est une dialectique entre le pascalien et le cartésien. C'est-à-dire que entre la déduction et l'induction, entre l'inspiration et le travail de l'artiste pour créer avec le matériau qu'il utilise et les règles d'utilisation de son matériau. Donc c'est vraiment cette dialectique-là qui s'exerce aussi bien dans l'art, où peut-être on est un peu plus intuitif que déductif, ou la recherche, où on va être peut-être plus déductif qu'intuitif. Mais si on n'a pas d'intuition, on ne peut pas faire de recherche. Et si on n'a pas la technique, on ne peut pas faire d'art non plus. Et donc pour moi, c'est cette dialectique entre l'induction et la déduction, entre le pascalien et le cartésien, qui est clé dans les deux démarches de la recherche et de l'art. C'est évidemment une conjecture que je vous demande de commenter. Malheureusement, on n'aura pas énormément le temps de commenter cette très Ah, intéressante sauf si vous voulez, conjecture. mais Voilà, si on peut faire 2 minutes encore. On peut faire un petit commentaire sur cette conjecture si Petit commentaire possible. suivi du mot de la fin un peu. Ou alors un petit Mais commentaire. vraiment Dernière question qui peut se répondre en court. 1 minute et ensuite mot de la fin. Moi, j'avais une autre question qui était en rapport directement avec ce que vous avez abordé sur l'artisanat et la différence entre un artiste, un artisan, la création de l'artisan, la création de l'artiste. Les deux sont souvent très liés, mais c'est fondamentalement une différence avec son public. L'artisan, c'est sur commande, il sait qu'il va avoir un public. L'artiste va chercher un public. Comment est-ce que vous définiriez cette différence entre ces deux formes de créativité? L'artiste, c'est un peu l'inconnu, ça fait peur, alors que l'artisan, c'est sur commande, on est sécurisé. Non, je pense qu'il n'y a aucune vraiment différence. Je pense qu'il n'y a aucune différence parce que, effectivement, l'artisan va travailler sur commande. Mais il faut comprendre que la figure de l'artiste, c'est quelque chose qui est éminemment moderne. C'est tout à fait, j'ai envie de dire, tout à fait nouveau, même si c'est pas sur 10 ans, mais comment dire? L'artiste, effectivement, va chercher son public, vous avez dit, alors que l'artisan devrait avoir son public déjà. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité de l'artisanat, ni à celle de l'artiste. Tout dépend d'on est artiste où, dans quelles conditions, dans quelle culture. Et je pense que c'est pareil pour l'artisanat. Vous allez voir sur les marchés plein de petits artisans qui fabriquent des objets magnifiques, qui cherchent leur public parce qu'ils cherchent à vendre leurs objets. Mais ce n'est pas parce qu'ils fabriquent des objets
C'est pas parce qu'ils font des bols en bois qu'ils ont forcément des commandes et qu'ils vont forcément les vendre. Et l'artiste, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, en dehors du cercle très fermé et élitiste des artistes bourgeois parisiens, il y a plein d'artistes se retrouvent à faire ce qu'on appelle des foires, et ils sont exactement comme les artisans qu'il y a sur le marché de Saint-Michel. Ils ont des petits stands et ils vendent leurs peintures, ils vendent leurs sculptures, ils vendent leurs partitions, que sais-je, de la même manière. Donc fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence. C'est peut-être juste la figure de l'artiste superstar ou l'artiste entrepreneur, peut-être pourrait-on dire. Pardon ? Il y en a très peu des artistes superstars. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent, mais il y en a très très peu qui sont connus quand même. Tout à fait. Petite poignée, excusez-moi, mais c'est une petite poignée, les artistes qui sont connus et qui arrivent à vivre de leur art. Je connais beaucoup d'artistes qui gagnent même pas le SMIC, qui sont dans des misères noires, mais qui désirent quand même continuer à faire ce pourquoi ils pensent qu'ils sont faits et ce pourquoi ils ont envie de vivre. Voilà, donc c'est des engagements de temps en temps qui sont des engagements, je dirais, à risque, dangereux. Je ne veux pas parler des artistes maudits, mais ça existe encore. Enfin, j'ai encore des amis qui sont dans ce mode-là et je les respecte beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces participations. Et je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos speakers présents. Et malheureusement, une prochaine fois, c'est l'occasion de revenir l'année prochaine au prochain forum des sciences cognitives, qui avec un peu de chance pourra être avec Lucas. Donc, mais on pense que malgré ce magnifique voyage à travers la créativité et la cognition, on pense qu'il est fini, mais heureusement, il continue à travers une soirée qui se continuera au 45, pendant laquelle il y aura tout d'abord un petit temps pour lequel vous pourrez discuter, notamment avec les intervenants et d'autres participants, sur des questions qui seraient restées sans réponse, et qui sera poursuivie plus tard par une petite soirée avec un DJ explorant la musique et la créativité. Donc, et de quoi se sustenter pendant ces discussions. Merci beaucoup à tous d'être venus et merci encore un grand bravo à nos speakers présents. Merci, au revoir. Merci, au revoir.